C'était l'idée de faire un lieu convivial, surtout pas élitiste, parce que l'idée aussi, c'est que si l'art se partage pas, se diffuse pas au plus grand nombre, il sert à rien en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'Épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com/senscreatifpodcast. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif. Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Jérémy ? Oui ? Tu sais quoi ? Non ? C'est la fin de la saison. Déjà ? Et ouais, c'est la fin de la saison 4. C'est la fin de la saison 4, ouais. Enfin, pas encore. Il nous reste encore 1 heure et demie. Oui, voilà, à passer avec Lamia. Oui, de la Slow Gallery. Gallery. On avait envie de terminer cette saison 4 avec un peu de douceur. Et c'était trop bien. En réalité, on a enregistré cet épisode il y a 3 heures. Ouais, à peu près. Donc, on est encore chaud. Et c'était une très belle discussion. Ouais, et c'était une sorte de boucle bouclée, hein, quelque part, puisque le premier live de Sens Créatif était organisé à la Slow. Oui. Ceux et celles qui étaient s'en souviennent. C'est bon. Vas-y, monte le son. Et ouais, bonsoir à tous et bienvenue sur Sens Créatif. Est-ce que vous êtes là ce soir ? Voilà, je suis super content que vous soyez là. Bienvenue, je suis hyper ému par tout le monde qui est là ce soir. Je voudrais commencer en remerciant Lamia et Cyril pour nous avoir accueillis dans cette superbe galerie que j'aime trop. Merci à vous tous d'être présents. C'était un trop bon souvenir. Si vous l'avez pas écouté, c'est l'épisode 20 de Sens Créatif au sujet des réseaux sociaux. Et donc du coup, là, c'était l'occasion d'avoir envie de boucler la boucle en discutant avec Lamia de son travail de galeriste. Voilà, aussi de façon plus intimiste, parce que là on était bien au chaud dans la. Juste nous trois. Voilà, dans l'arrière-boutique de la galerie, au milieu des œuvres de Jean Mallard. Tout à fait. Magnifique. Donc voilà, un très bon moment, une très bonne manière de clore cette saison 4 qui nous aura fait pas mal voyager et on aura vécu plein de choses. On va revenir un peu sur toute cette aventure la semaine prochaine. Donc ouais. Surtout, restez avec nous. Voilà, donc on va dire que c'est l'avant-dernier épisode aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il y aura quand même un petit épisode derrière. Officiellement, c'est le dernier épisode de la saison 4, mais la semaine prochaine, restez avec nous. Stay tuned. On va faire un petit bilan, revenir un petit peu sur l'aventure qui a été cette année et puis aussi, surtout, un petit peu vous parler de l'année prochaine et comment vous pouvez participer et vous impliquer pour cette saison 5 qu'on est en train de préparer. Oui, on a plein d'idées, tout n'est pas encore réglé, mais... Ouais, des idées, ça, on en a. Donc, sans plus tarder, on va vous laisser écouter cet ultime épisode de cette saison 4 avec Lamia Magliulis. Bonne écoute. Bonne écoute. Lamia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sens Créatif. Merci beaucoup. On est très content de discuter avec toi aujourd'hui. C'est trop gentil, merci beaucoup. Et puis on est ravis d'être accueillis, surtout. Oui, on est quand même pas n'importe où, on est à Slow Gallery, magnifique galerie qu'on affectionne tout particulièrement. Merci. Et c'est particulier pour nous aussi parce que pour nous, on trouve que l'histoire de Sens Créatif, elle est un petit peu liée à celle de la Slow parce que c'est ici qu'on a organisé notre premier enregistrement en public. Alors, c'est vrai. De briques et de broc, mais un épisode démentiel. C'était formidable, c'était incroyable, surtout que c'était la première fois vraiment qu'on donnait rendez-vous à notre public, à notre audience, et elle a répondu présent. Elle était ici, là où on fait l'interview avec toi. Mm-hmm. Donc c'était bondé. Ouais, on était tous serrés, c'était très chaleureux. Chouette, très chaleureux. Et donc aujourd'hui, c'est retour à l'envoyeur. D'accord, merci beaucoup. Donc bienvenue Lamia.
Pour commencer, j'ai lu dans une interview que tu disais que quand on crée un lieu, on le crée toujours un petit peu à son image. Alors on aurait voulu savoir en quoi la Slow Gallery est-elle représentative de ta personnalité? Qu'est-ce que ça nous dit sur Lamia? Ah, ça c'est intéressant. Et c'est en fait ce que je pense, c'est que quand on crée un lieu sans avoir d'antécédents ou de généalogie particulière, parce que une galerie, voilà, c'est quand même très ancré dans l'art et je venais pas du tout du monde de l'art quand j'ai ouvert la Slow Gallery. On le fait avec autre chose que une formation ou bien un passé, etc. Donc on le fait avec c'est tripes. Le feeling, les tripes, quoi. Oui. Et alors ce que je voulais, moi, j'ose pas rentrer dans les galeries d'art conventionnelles entre guillemets. Les cubes blancs avec au fond du cube quelqu'un qui est assis à son bureau. Ah oui, c'est intimidant. Ah mais hyper intimidant. Carrément intimidant. Je regarde la vitrine, mais oui, parce qu'on a l'impression que dès qu'on foule le sol de ce genre de galerie, on va être évalué, jaugé, est-ce un acheteur ou bien non, et c'est très froid et tout ça, et donc je voulais vraiment un lieu qui soit convivial, populaire, où les gens rentrent et sortent sans. D'ailleurs, c'est pratique ici parce qu'il y a vraiment 2 entrées. Enfin, il y a une entrée, une sortie. On peut rentrer d'un côté, sortir de l'autre. Donc les gens, et ça ressemble un peu à une maison aussi. Il y a 3 pièces en enfilade, et je voulais que ce soit chaleureux, populaire. Avec des étages en fait. Hein. C'est ça. Il y a des niveaux différents parce que c'était des lieux. Il y a une partie qui était une cordonnerie. Et qui est d'ailleurs la partie où on se situe, qui est la pièce d'expo, c'était une cordonnerie avec une mezzanine où le cordonnier qui devait pas être très grand parce que il vivait là-haut, il y a 1m80 de... Oui, c'est pas grand, on est passé tout à l'heure. Et du coup, on a enlevé la mezzanine pour faire une hauteur sur plafond plus sympa, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'était la précédente occupante des lieux. Et la C'était une pharmacie. C'était une pharmacie. Les 2 tiers restants étaient une pharmacie, mais vraiment pharmacie style apothicaire, avec les lambris de bois, les gros bocaux remplis d'herbes. C'était une pharmacie herboristerie un peu. Ouais, donc chargée d'une histoire. Oui, tout le quartier la connaissait. La pharmacienne, elle était très aimée. Et du coup, quand alors, il y a eu une personne avant nous, c'était la Galerie Vosquel, qui s'était installée avec Agnès Thérillon, qui a été ici 3 ans, et qui a fait tous les travaux de transformation de la pharmacie en galerie. D'accord. Mais il y avait quand même ce passé de pharmacie très ancré dans le quartier. Les gens du quartier la connaissent très bien et de temps en temps nous le rappellent. C'était une pharmacie et du coup en ouvrant, voilà, on s'est dit on garde l'histoire du lieu puisque l'art aussi soigne les gens et la pharmacienne était contente de la formule. Mais oui, voilà, c'était un lieu, c'était l'idée de faire un lieu convivial. Surtout pas élitiste parce que l'idée aussi c'est que si l'art se partage pas, se diffuse pas au plus grand nombre, il sert à rien en fait. Ouais, tout simplement. C'est pour que ça reste un entre-soi, entre gens qui sont qui ont le même point de vue, qui ont le même parcours, etc. Il faut que tout le monde puisse en profiter et du coup c'était un peu l'idée de faire un lieu. Tu disais que tu t'es inspiré de la boutique d'un disquaire en fait. Alors oui, enfin non, c'est d'ailleurs c'est Cyril qui trouvait que ça ressemblait à un disquaire version image. Ah, c'est vrai, oui, parce qu'on peut aller avec la main, on regarde un petit peu toutes les œuvres, tout est encadré. On foufouille. C'est exactement l'idée, c'est que les gens soient autonomes, donc ils fouillent, ils chinent, ils feuillettent, mais tout est encadré, donc c'est sous cadre. Et au dos des cadres, il y a toutes les informations qui sont sur l'œuvre, enfin pas toutes, mais il y a le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, la technique utilisée, le format et le prix. Donc vraiment les gens peuvent déambuler, comme chez un disquaire ou un libraire en fait. Et s'ils ont besoin de nous, on est là, on a une équipe sur place. Il y a Clémence qui est là depuis longtemps, Alix et Camille qui sont là aussi et qui déambulent et qui peuvent renseigner, conseiller. Mais sinon les gens sont autonomes, on leur saute pas dessus pour leur dire alors. Donc c'est un lieu de passage. Oui, voilà, c'est ça. C'était l'idée que ce soit un peu, voilà, c'est ça. Un lieu de vie. Un lieu de vie. Alors, on l'appelait Slow parce que c'est toujours compliqué de se souvenir pourquoi on a donné un nom comme ça, un lieu, pour un enfant, j'imagine, vous qui avez des enfants. Pourquoi Slow? Parce que. Un coup de cœur. C'est doux comme mot, et puis on voulait que ça soit en dehors de l'agitation, de la vie quotidienne qu'ici on se pose. Et qu'on se mette en lévitation, entouré de plein de choses à regarder, et qu'on oublie,
C'est-à-dire c'est flagrant, on entend là on est au petit matin, Paris s'éveille et puis ça bouge, et ici en fait on est au calme et voilà, c'est ça, apaisé par les images qui nous entourent. Oui, ça fait du bien de regarder, de se poser, de regarder des images. Je pense que c'est bon pour le mental et la construction de l'esprit. Et on prend son temps et on revient et on chine et on cherche. Et puis toi-même tu te lasses pas parce que ça bouge, ça tourne. Oui, c'est ça, oui, on change pas mal et puis on reçoit beaucoup d'œuvres. Non, c'est dans la période qu'on vit en ce moment un peu perturbée. Oui, voilà, il y a pas d'autres mots, ouais, j'allais dire la même chose. C'est un berceau de bien-être ici. Enfin, j'imagine que c'est comme pour les fleuristes qui rencontrent tous les matins leurs fleurs. Ici, venir travailler, c'est réconfortant. Ouais. Oui, vraiment. Ouais. Et de toute façon, il me semble qu'avant d'ouvrir ta galerie, c'était déjà quelque chose que tu faisais, collectionner les images. C'était une sorte de doudou pour toi qui te faisait du bien. Toute petite. Alors c'était des cartes postales, hein, mais c'est des cartes postales qu'on achète dans les boutiques ou dans les boutiques des musées quand on fait des expos. Ah oui, oui. On fait beaucoup d'expos, donc. Et je les ai collées, recollées, scotchées. Donc je les ai encore. Hein, il y a une sacrée collection, mais elles sont super abîmées avec des bouts de scotch ou de pâte à fixe bien gras. Ouais, j'ai la même, ouais. Que de déménagement en déménagement, je me trimballe, je me dis qu'est-ce que je fais tout dans des le temps. boîtes parce que tu veux surtout pas les perdre parce que c'est des souvenirs. Ouais. Mais oui, et mes murs étaient couverts de chambre d'étudiante en chambre d'étudiante. Je les trimballais, je les refixais et T'avais pas prévu que tu deviendrais galeriste un jour? Jamais, non, vraiment. Alors ça, c'est vrai que des fois, les gens me demandent qu'est-ce que je faisais avant et tout, mais raconte-nous. Pourquoi? Mais je sais pas. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Laszlo? Il y avait quoi avant? Dans ton histoire? Ah oui, juste avant Laszlo, moi j'avais un café. Le jam. Le jam, oui. C'est vrai, le jam, ça vient d'un mot iranien qui veut dire l'œil du monde en fait, jam et jam. Ah bien. Ouais. On retrouve ça ici. Mais oui, peut-être, oui, c'est vrai que du coup, c'était un lieu alors avant, j'étais pas non plus du tout dans le milieu de la restauration, du café, tout ça, donc et que on a ouvert, que j'ai ouvert un peu comme ça, et pareil, il y a un lieu à tiroir où il y avait, les gens me disaient, on sent que vous n'êtes pas du métier parce que ça ressemblait pas non plus à que je suis pas auvergnate, donc. Ah, c'était un compliment quand même. Oui, c'est ça. On sent que vous n'êtes pas du métier, hein, madame. Oui, parce qu'il y avait un coin, en fait, la vaisselle venait d'Iran. Elle était vendue entièrement en bas. Il y avait un coin, une sorte de cabinet de curiosité en bas. On pouvait acheter toute la vaisselle qui était dans laquelle les gens mangeaient. J'avais une idée comme ça de faire ça. Une espèce de lieu total en fait. Exactement. Il se passe plein de choses. On faisait des expos de peinture ou de photos, mais souvent sur le thème plutôt des voyages. Et il y a certains artistes qui ont exposé au Jam et qui sont ici aussi, qui nous ont suivis. On faisait des concerts de musique tous les vendredis soirs sur la thématique aussi, pareil. C'était surtout sur la route de la soie et des épices. Donc c'était des concerts de musique afghane, iranienne, indienne, des fois même gitane aussi, parce que les gitans viennent du Rajasthan. Donc on avait fait toute une sorte de festival de musique gitane en passant par l'Europe de l'Est et jusqu'à Sainte-Marie-la-Mer. Donc il y avait tous les vendredis soirs des concerts. Créer des événements, ça fait partie de toi depuis toujours. Des spectacles de danse, ouais, c'était super. Et alors la cuisine était liée à la thématique de l'expo, donc si on faisait une soirée mongole, il y avait des momos mongols, on faisait venir des traiteurs, mais c'était un truc de fou parce que c'était très compliqué à mener. Il y avait des projections de films dans la semaine, il y avait une thématique culturelle très ancrée dans le lieu, mais à côté de ça, c'était quand même un resto le midi et un bar. Waouh. Donc c'était des journées. Mais oui, c'est ça. Quand tu fais un tel projet. C'est épuisant en fait parce que c'est tout le temps, toute l'année. Oui, tu fais pas les choses à moitié. Hein. Bah après c'est des idées, tu sais que tu veux vraiment mettre en pratique, donc tu suis. Ça vient du ventre. Oui. Tu le après, fais et après t'es dedans. Obligé d'alléger les choses parce que tu dis je vais pas arriver à faire ça complètement comme je voulais, donc Mais quand même, on avait une super cuisinière indienne qui était un peu notre maman à toute l'équipe là, qui cuisinait très bien, qui ouvrait les canettes de bière avec ses dents. Ah ouais. Elle était rousse. Elle avait une soixantaine d'années. Oui. Une dame indienne très sympa et qui s'appelle Prasanna et qui faisait très très bien la cuisine. Donc le côté resto marchait bien et le côté culturel, il y avait pas Instagram à l'époque, donc les gens c'était du bouche à oreille, mais il y avait pas mal de monde qui venait. Ouais, c'était une belle expérience. Et l'idée c'était ça aussi, c'était d'amener la culture dans un café à des gens qui n'étaient pas là forcément pour ça, donc qui se posaient pour prendre un verre de vin et en fait, pof, le spectacle commençait, ils disaient il se passe un truc, oui, si vous voulez rester, c'était de faire d'abolir les frontières, c'est un peu pompeux, mais de fusionner en fait tout ça, en fait que les gens puissent être amenés à très facilement à découvrir une nouvelle culture, une nouvelle
D'ailleurs, la culture, c'est un voyage de l'esprit, en fait. Oui. Et le voyage, pour toi, c'est quelque chose d'assez viscéral. Oui, c'est vrai. Ouais, le voyage. Maintenant, on voyage un peu moins, mais oui, c'est vrai. Ouais, j'adore ça. Ça a été. Et ben, en plus, moi, j'ai été élevée en Algérie, en fait. Ah, d'accord. J'ai grandi. Mon père était algérien. J'ai vécu jusqu'à 16 ans à Alger, et donc. Tous les ans, on venait en France dans la famille de ma mère, enfin pas dans la famille de ma mère parce qu'elle est normande, mais on venait en France. Il y a un petit côté parisien à Alger aussi. Il y a des quartiers. Oui, c'est vrai peut-être. Français, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, il y a encore une grande marque. Puis c'est une ville de bord de mer. Et du coup, on la recherche un peu, même après la Turquie, il y a Istanbul qui est magnifique, Marseille et tout ça. Je suis allée un peu à la recherche de lieux qui ressemblaient un peu à ma ville de natale. Et le voyage. Parce que quand tu te déracines un peu, finalement, ça devient comme une sorte de vice de bouger. On est parti travailler avec Cyril, mon mari, à l'étranger. Souvent, ça nous dérangeait pas. Au contraire, on recherche ce sentiment d'exil, d'être perdu au début, de découvrir. L'art, c'est un langage international au final. Mais oui, tu es citoyenne du monde. Oui, mais toi aussi peut-être, Jérémy, en étant loin de chez toi, tu largues les amarres. Une fois que tu les largues, tu fais ce premier pas là, oui. Et après c'est facile. En fait, le plus dur, c'est de le faire au départ, quoi. Oui, peut-être de se sentir après, d'avoir envie d'être un peu partout. Oui, on crée son chez-soi où qu'on est en fait, et avec les gens qu'on rencontre. Oui, et je pense qu'on a une certaine forme d'adaptabilité. Tu l'as bien descendu. Peut-être. Quand on voyage ou quand on est déraciné, et c'est comme dans ta galerie, il y a tous les langages qui... Moi, je sais que j'ai toujours eu une affection particulière pour l'image, notamment, c'est toi qui as fait allusion en tant que Belge, mais moi, je suis un pur produit belge, tu sais, franco-flamand. Dans ma famille, il y a une vraie soupe. Et en fait, c'est vraiment pour la petite anecdote, mais... je dirais qu'en Belgique, on est très complexé par la langue, en fait. On parle pas très bien le français. Au final, on parle plein de patois différents. Tu parles plusieurs patois toi-même, patois. Je me rends compte quand je suis arrivé en France, quand je suis arrivé à Paris, je me sentais bête, en fait. Dans ma manière de parler, je suis vécu en Angleterre 4 ans. Donc, je parle aussi anglais. Donc, du coup, quand je suis arrivé à Paris, il y avait le français parisien, tu vois. Et pour moi, l'illustration et l'image, ça a été une manière c'était un langage international où personne n'allait me reprendre, genre on dit pas ça ici comme ça. C'est un langage. Tu devrais un musée, dans un musée, tu regardes une image et tout le monde peut avoir son interprétation de l'image en fait. Et ça, c'était quelque chose qui faisait beaucoup de bien. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui, ça unit en fait. Là, on voit bien, nous, on a quelques clients, les clients étrangers reviennent, les touristes reviennent. Oui. Et c'est hyper, enfin c'est émouvant forcément de les voir s'arrêter sur tel ou tel artiste et de comprendre une émotion que l'artiste a voulu transcrire et que, voilà, il n'y a pas le problème de la langue forcément. Et ouais, t'as raison, c'est comme la musique aussi, hein. Ah bah oui. Ça transporte. Ouais. D'ailleurs, ta sélection d'artistes à la galerie, elle est internationale. Alors on essaye au maximum, c'est vrai. Ouais. Après, c'est pas si facile que ça parce que nous, on essaye d'avoir des œuvres qui sont toutes signées numérotées à la main, et donc il faut que les artistes ou les signent numérotés sur place chez eux et nous les envoient. Après les frais de douane, etc. Ou c'est nous qui les envoyons. Mais effectivement, on a une artiste coréenne, américaine, même australienne, philippine, Angela McKay. Elle est plutôt new-yorkaise, mais elle est installée en Australie maintenant. Enfin oui, parce que je trouve que l'illustration est éminemment culturelle. En fait, il y a vraiment des styles. Il y a le style anglais, le style allemand. Même les artistes français qui habitent à Berlin, ils ont pris une patte un peu berlinoise. Il y a des gens qui vivent à Berlin qui disent celui-là ou celle-ci, elle vit à Berlin, c'est pas possible parce qu'il y a vraiment parce qu'elle a imprégné du lieu, quoi. Comment ? Elle a imprégné du lieu. Exactement. Il y avait on a une artiste colombienne, Alexandra Arango, et il y avait des Colombiens qui étaient là et qui disent en espagnol, on les entend échanger devant l'œuvre en espagnol, et puis après ils viennent nous voir et disent elle est colombienne cette artiste parce que c'est vraiment le style colombien. Ouais. Avec les tatouages à l'intérieur c'est très culturel, donc c'est hyper intéressant de voyager avec des styles. Les Anglais ont un style très humoristique, très direct, très immédiat dans l'image, très épuré. Enfin bon, bref. Et il paraît qu'il y a aussi une école française, que malgré le style, etc., il y a un fil rouge et que les Américains adorent les styles français parce qu'ils disent qu'il est très travaillé, très artistique. Et souvent, voilà, ils sont assez admiratif du travail des artistes français, des illustrateurs français. Et comment t'as été amené à nourrir en fait justement ces découvertes en fait du monde de l'illustration alors que tu venais pas de ce milieu-là en fait? Comment t'as
Oui, c'est une vraie expérience là vrai. maintenant, mais oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé, c'est très bizarre. Tu devais être perdu au début. Oui, parce que moi je viens du milieu des télécoms, j'ai pas du tout fait ça. Ah ouais, rien à voir. Non, j'ai travaillé une dizaine d'années. J'étais ingénieur télécom. En fait, j'ai travaillé pour la RATP, pour Alcatel, pour Orange. Ok. J'ai voyagé à l'étranger pour installer des réseaux radio pour qu'on puisse téléphoner. Ok, bah merci. Voilà, à votre service. Parce que là en fait on aborde un petit peu le thème de la légitimité. Est-ce que toi quand t'as commencé justement la galerie, tu disais justement les galeries sont intimidantes. Ouais. Comment t'as géré en fait cette émotion là? Eh ben on se pose pas de questions, voilà. C'est assez bizarre. Hein. C'est vrai que c'est vraiment la naïveté totale. On y va. Alors, je pense que déjà l'avoir créé le café, le Jam, qui est mon projet, le projet de café culturel, le Jam, c'était déjà un sacré changement même d'arrêter son travail. J'avais fait des études, il faut bosser, etc. C'est beaucoup de sacrifices aussi. Et en fait, j'étais super contente de changer quand l'occasion s'est présentée. J'ai quand même suivi des cours pendant une reconversion courte pour les vieux, là, les seniors. J'avais 30 et quelques années. Pour se former à la conduite de projets culturels et connaître un peu tout ce qui est droit d'auteur, ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. pour pas commencer à faire de la zizanie dans le secteur. Et c'était l'idée de changer de vie en fait, de se dire je peux pas continuer à faire ce métier. C'est pas qu'il m'ennuyait parce que j'ai beaucoup voyagé avec mon premier boulot et c'est les voyages forcément. C'est hyper intéressant en plus de travailler à l'étranger en fait parce qu'on appréhende un pays différemment, on s'installe et puis on vit vraiment dans le terreau du pays et tout. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une galerie? Après mon premier café, c'était tellement fatigant. Enfin, le Jam, ça a été une expérience incroyable. Total, voilà. J'ai plein d'amis, je me suis fait vraiment. Et puis un café, c'est vraiment aussi un lieu de vie. Donc on se mêle à la vie des gens, on est confident. Et je faisais des tirages de cartes à tire-larigot aux clients. Et puis voilà. Mais c'était tellement chronophage en fait que quand on a commencé à avoir j'ai pas pu continuer parce que c'était très très fatigant. Et on se voyait plus même avec mon mari parce que c'était un rythme très soutenu. Et quand on a arrêté le Jam, on l'a vendu. En fait, la vie professionnelle, quand on a commencé à créer un lieu, c'est un peu pareil que les voyages. C'est un virus. On peut pas se dire qu'on va retourner dans le circuit et reprendre son boulot d'ingénieur et repostuler, repasser des entretiens. C'est pas derrière possible. Toi. Ah non, parce que on était son capitaine de son propre bateau. On fait ce qu'on veut. Même si c'est très angoissant, on se pilote tout seul, donc on devient un peu caractériel aussi. Hein, et, vous savez ça, vous. Tu es caractériel, tu dirais. Bah oui, forcément. Il faut l'être un petit peu. Il faut avoir la hargne. Faut avoir du caractère. Ouais, il faut être bosseur déjà, je pense. Hein, et puis il faut rien lâcher. Et puis il faut avoir une vision un peu des choses vers lesquelles on veut aller pour ne pas dévier et tout. Et donc j'ai quand même postulé. Je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais de ma peau maintenant que Et j'ai même postulé à l'époque. On est parti à Marseille. On voulait tenter quelque chose à Marseille. Voilà, c'était quelque chose en rapport avec la restauration et j'arrivais pas à développer ça. Et donc j'ai même postulé à Kiabi à Marseille et j'ai été prise 1 an plus tard. Mon CV a été accepté pour être chef de rayon des vêtements enfants. Un peu trop tard, là. 1 an après avoir ouvert la galerie, Kiabi m'appelle en me disant, ça y est, on vous prend si vous voulez commencer votre chose. Too late. J'étais tellement désespérée. Et en fait, j'ai passé un entretien pour tenir une galerie. Et je me suis dit, ah ouais, ce serait trop bien de pouvoir être comme ça dans une galerie. Donc j'ai passé un entretien qui a été catastrophique. Aïe. Parce que c'était quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, et qu'est-ce qui me dit que vous êtes une bonne vendeuse. C'était horrible. J'avais quand même 40 balais. Ouais. Ah oui. J'en suis plus là, mais et du coup, je me suis rendu compte par contre que ça m'aurait vachement plu. En fait, c'est se mettre en situation de le faire. Et c'est vrai que j'avais des amis artistes et je collectionnais aussi des gravures. Enfin, j'aime beaucoup fréquenter ce genre de galeries d'illustration. Il y avait l'Œil Ouvert à l'époque, qui était rue François Miron. Il y avait des galeries à Londres, à Berlin, où j'aimais bien aller aussi, voilà, c'est très sympa. Et je me suis dit, si jamais j'ouvre une galerie, eh ben, elle sera assez proche de de ce modèle-là. Londres et Berlin, chaque quartier a sa galerie d'illustration. Et ça me paraissait le lieu. Alors,
le jam était vraiment éreintant parce qu'il y avait il y avait la partie restauration, bar et tout. Et donc je me suis dit je vais relancer, je vais rouvrir un lieu parce que ça fait envie de revenir comme ça dans chez soi quoi, Et donc il y avait un côté restauration dans la galerie quand je l'ai ouverte. Toute cette partie on se situe. C'était une pizzeria. Presque. Il y avait des petites tables. Il y avait 5 tables, chaises. Ah ouais, d'accord. Il y avait des. On se refait pas. Non, oui, c'est ça. Et en fait, d'un point de vue économique, c'est le fait de proposer un peu de restauration rapide dans mon business plan que la banque a pu me suivre et me dire, OK, je vous fais confiance parce que le resto marchait bien, le jam. Et donc, parce qu'évidemment, quand on monte ce genre de projet, il faut derrière avoir des sous. Moi, je suis pas entière et j'ai pas une famille riche, donc il faut emprunter. Et donc j'ai monté un dossier et la banque m'a suivi parce que il y avait un pourcentage du chiffre d'affaires qui était lié à la restauration où je m'engageais à servir tant de personnes. Enfin, il y avait un frigo avec des boissons libre service, tout était en self-service parce que je pouvais pas, j'étais toute seule. Mais le premier jour, j'ai fait des bagels avec du saumon, j'ai fait des sandwichs le matin. Que personne ne mangeait évidemment parce que c'est pas du tout dans la mentalité des gens, donc je mangeais mes sandwichs que je préparais. Je t'imagine. Oui, non, mais c'était la catastrophe et du coup ça n'a pas marché du tout le côté restaurant. Mais c'était trop tard, j'avais déjà ouvert, donc la banque pouvait pas me dire je retire mes billes. Donc et puis ils ont pas su ils ont donné l'argent après. Enfin, quand même, pendant 3 ans, là, j'ai maintenu les pâtisseries. Les pâtisseries de Rachel's Cake qui fait des super cakes, citron, pavot, etc., des cookies et tout ça. Et donc, c'était sous cloche et les gens étaient invités à se servir eux-mêmes, laisser des un petit peu à l'anglaise, en fait. Exactement. J'aurais adoré que ça marche, mais ça n'a pas marché. Donc, la galerie a été lancée en 2014. On en parlait un petit peu en off. Comment tu as bâti ce lieu? Comment, tu sais, les personnes parfois t'écrivent comment t'as fait pour monter ta galerie, etc. Est-ce que tu peux un petit peu peux nous mener dans les coulisses de la Slow Gallery avant que ça devienne lieu? J'ai pris le modèle du jam que j'avais fait avant et je l'ai épuré de toute la partie, enfin, au fur et à mesure de la partie restauration et de la partie, ce qui fait que c'est devenu à taille humaine pour moi, en fait. Je voulais un lieu qui soit aussi convivial que mon jam, que j'aimais beaucoup, mais qui soit plus facile à piloter et donc qu'avec des images et plus de la partie restauration de toute façon elle s'est nécrosée toute seule au bout de 3 ans, mais et donc de faire une sélection d'artistes que j'avais repérés. Il y avait alors dans des galeries berlinoises, dans des galeries londoniennes, donc le collectif Palfroid par exemple, je les ai connus à Berlin dans une galerie qui s'appelle Super Life. Et Marion Janoff et Damien Tran, je les ai contactés et en fait on a monté comme ça l'ouverture de la galerie avec une petite équipe, Samuel Eckert qui en faisait partie aussi, que j'avais rencontré au Puce de l'illustration, première Puce. Donc en fait j'allais voir les artistes que j'aimais, ou alors je les contactais par mail. Lily Wood aussi, j'avais vu une interview de Lily Wood sur Boom Bang qui était une sorte de blog qui faisait des très jolies interviews bien détaillées, Flore Kunst aussi que j'avais et donc j'étais assez étonnée parce que quand je les contactais, moi qui venais pas de ce milieu-là, je leur disais j'ai un lieu il est nu mais j'aimerais bien que vous soyez sur les murs. Je pensais qu'il y aurait pu avoir un peu de réticence tout ça, mais tout le monde m'a dit OK parce que le lieu était beau en fait, enfin le lieu là ici et a inspiré confiance. C'est un bel écrin déjà de base donc Et tu inspiré confiance? J'espère. Visiblement. Oui. Ils m'ont pas du tout demandé, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu connais C'est quoi ton CV? C'est ça. Oui. On me l'a demandé après coup, et c'est vrai que souvent on m'a dit, et tu faisais quoi avant? Et à la fin, j'allais dire, j'étais j'étais artiste porno, ou j'ai fait de la prison, j'avais envie d'inventer n'importe quoi, parce que ça j'en pouvais plus. Qu'on me demande, parce que je trouve que souvent il faut justifier de son pédigré en fait. Quand tu ouvres un lieu culturel, c'est assez élitiste là, surtout forcément. Dans une grande ville comme oui, mais c'est pas donné. Mais tout le monde est assez jaloux de son terrain de jeu, parce que même quand j'ai ouvert mon jam, mon café, les gens qui tenaient des cafés me disaient tu vas jamais tenir, c'est un métier d'homme, porter des fûts de bière. C'est vrai que c'est très physique, mais si, tu peux le faire autrement. Et donc les professions sont
très enclavé, et quand tu changes de métier, comme moi j'ai changé de métier, mais même pour suivre mes études, j'ai fait un parcours senior, donc de reconversion à l'EAC, j'ai eu du mal à trouver une école qui m'accepte, parce que venant du milieu technique, scientifique, télécom et compagnie, les gens me disaient mais tu vas pas réussir à accrocher les wagons. Comme donc il y en a plein qui t'as toujours prouvé le contraire. Mais oui, mais tout le monde peut le faire, hein. Il faut juste avoir envie. J'ai une théorie hein. là-dessus, hein. C'est quand on te dit que c'est pas possible. T'as la petite boule au ventre que tu dis c'est là qu'il faut aller justement. Mais en fait, ça met un peu en colère parce que tu dis mais il y a que moi qui sais si c'est possible ou pas, c'est pas vous qui allez décider de ce qui est possible ou pas, et c'est vrai que ça te donne un peu plus d'opiniâtreté sans doute. Et en fait, tout le monde faut juste avoir envie, et aussi je pense qu'il y a un moment donné où ça se passe bien. Là, le lieu ici, il était déjà proposé en location en été, mais tellement cher que je tournais autour. J'habite pas loin, je venais le regarder, je dis qu'est-ce que c'est beau. Et 6 mois plus tard, il était toujours pas loué, et il avait baissé en fait. Le prix avait chuté de 50%. Et donc j'ai repris des photos, j'ai fait mon dossier à la banque, et la banque a suivi en me disant OK, avec un lieu comme ça dans l'emplacement près de République, ça peut marcher. Donc on s'est installé avec les petites équipes d'artistes, et voilà. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait lancer sa galerie? Et tu sais, tous ces petits éléments, donc on entend le goût, le relationnel, tu savais ta sélection. Pour les images, il faut aimer ça déjà. Mais quelles étaient les choses peut-être auxquelles on pense pas et que tu te dis ça faut pas que t'oublies si tu veux monter une galerie. Oui, d'un point de vue très pratique, hein, il faut être assez pragmatique. Il faut bien. Après, je pense que moi, je venais pas du tout, j'avais pas de réseau, donc ça ne vaut que pour moi, parce que moi, j'ai quand même regardé dans lequel secteur je m'installais, si j'allais avoir un peu de passage quand même, si l'endroit, le quartier dans lequel je m'installais avait des gens qui pouvaient être intéressés par l'art, par les images. On t'est bien situé ici. Oui, à l'époque, il y avait pas grand monde qui passait quand même. Hein. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis installée en face dans le resto, et j'ai commencé à compter le nombre de personnes qui étaient susceptibles de franchir le seuil de ma galerie en 1 heure. C'est trop drôle. Mais c'est un métier, ça il faut le faire. Détective privé, Lamia. Oui, non, mais c'est une technique. Quand tu montes, en fait, ça s'appelle une étude de public, et puis il faut faire. Mais il y a plein d'étapes comme ça quand tu montes ton business plan. Après, si maintenant t'as plein de sous et que t'as de la famille derrière, je pense que c'est moins compliqué, parce que tu mets tes billes et puis tu vois si ça marche. Mais quand il faut que tu demandes un prêt à une banque, il faut que tu fasses plein d'études de faisabilité derrière. Il faut que tu montres que il y a des gens qui vont venir chez toi, et que tu t'installes pas dans un no man's land donc il faut voir. C'est très bête, hein. Mais moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est vérifier que c'est possible en fait, économiquement parlant, que c'est fiable. Ah ouais. T'es obligé, t'es pas un musée, t'as pas de subvention, donc les œuvres que tu présentes, il faut qu'elles soient choisies, vendues, et évidemment après, il faut qu'il y ait une sélection qui soit bonne. La sélection, elle est vraiment propre, elle est fait partie de la sensibilité de chacun. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des super bons artistes, j'en reviens pas. Des fois, je me dis mais ils m'ont fait confiance, et vraiment, je leur en suis très très reconnaissante à vie, hein, je pense. Parle-nous de ta sélection du coup, et de ce que ça a dit de ta sensibilité. Eh ben, je pense que ils sont tous une sincérité qui est visible, là, qui explose directement. Ils ont une sincérité d'expression. Ils sont tous assez jeunes, les artistes avec qui je travaille. Du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir 25 ans là. Ça me rajeunit aussi. Et ils ont déjà techniquement, ils sont super bons. Et ça rend hommage aux écoles françaises, parce que d'illustration, d'art en général, parce qu'ils sortent de là. Techniquement, ils apprennent tellement de choses. L'expo dans laquelle on est là, dans cette pièce-là, c'est celle de Jean Mallard. Ouais. Il est tout jeune, il a 25 ans. Il maîtrise, il a eu des super profs aux Arts Déco de Paris. Et du coup, je crois qu'il en a eu un en particulier dont j'ai oublié le nom, mais qui lui a appris la technique de l'aquarelle. Mais il connaît très bien aussi la gravure. Il y a des très belles gravures. Enfin, donc techniquement, les écoles leur apprennent beaucoup de façons de dessiner, de techniques. Ils savent aussi très bien utiliser l'iPad, etc. Enfin, ils sont virtuoses de tout. Et en plus, on a l'impression, enfin, je sais pas, on leur laisse beaucoup de liberté dans leur inspiration. On les laisse aller, en fait. On leur dit, vas-y, raconte ce que tu as envie de raconter. Donc, ils ont assez rapidement, en tout cas ceux avec qui on travaille, une signature graphique très mûre, en fait. Jean, quand il est arrivé, il était encore étudiant.
il y avait vraiment une cohérence dans tous ses dessins. Et là, on a rencontré une nouvelle artiste qui est toute jeune aussi, qui vient d'Estienne. C'est fou comment est-ce elle est déjà installée dans un style. Tu peux donner son nom? Elle s'appelle Nora. J'ai oublié son nom de famille parce qu'on s'est vu qu'une fois. On mettra dans les notes. Oui. C'est fou parce qu'elle est toute jeune et elle a un style très affirmé et il va sans doute évoluer, mais ils ont tous une signature graphique. C'est un peu court de dire ça, mais ils ont tous un style, une singularité qui leur est propre, qu'ils ont développé. Franchement, ils ont un sens de la composition. Ils racontent des histoires. Comment t'expliques cette comment tu expliques cette jeune génération? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment particulier, représentatif de cette génération? Je sais pas, parce que j'ai pas d'histoire. Je suis pas depuis suffisamment longtemps dans le milieu, entre guillemets, pour avoir un regard sur plusieurs années. Parce que la galerie, elle est ouverte en 2014, donc ça fait 8 ans. Mais ça fait 2 générations. De promos. Ouais. On appelle ça des promos, 4 ans. Ouais. Mais peut-être que, quand on pense à Jean, par exemple, je pense qu'ils sont dans... Jean, ça fait une dizaine d'années que le monde, quand même, il avait 15 ans depuis. On peut dire que ils sont quand même dans un monde assez anxiogène. Il faut un peu lutter pour rester de bonne humeur quand même. Hein. Et donc, on a l'impression qu'ils ont encore plus de choses à raconter, un besoin de s'exprimer. C'est vital, je pense, pour les artistes. Jean Mallard le dit que c'est quelque chose qu'il a besoin de manifester en fait, cette espèce de... Il appelle ça célébration du monde aussi, de rester, de continuer à aimer le monde dans lequel on est. Donc ça c'est le parti pris, mais tous en fait ont ce point commun d'avoir des choses à dire, à raconter, à exprimer et sans être bridés. Donc que ce soit parfois des artistes, on a pas mal d'artistes féministes qui ont comme les Cachets de Jacques, qui c'est vraiment qui sont très engagés et elles le font avec beaucoup d'humour. Il y a aussi Mike Batman, Baxan, elle a changé de nom récemment, Baxan. Et faut voir ce qu'elle raconte, quoi. Ça éclabousse au visage, c'est super bien fait et ça bouscule beaucoup de choses. Et puis donc, ou alors avec beaucoup de tendresse et de poésie. Enfin, ils ont tous beaucoup de choses à raconter parce que le monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix. On peut pas être dans une posture. Il faut y aller. On n'en est plus là, quoi. Donc il y a pas de posture. Il y a juste une envie de raconter, de dessiner, de transcrire des émotions. Et c'est une sincérité, comme tu aimes le dire. Absolue sincérité, c'est sûr. Et puis voilà. Et techniquement, cette sincérité, elle est portée par une façon de dessiner très propre à chacun et parfaite. Enfin, moi, je suis très impressionnée, vraiment. En fait, quand on vient rendre visite à Laszlo, on vient pas juste pour voir des dessins. En fait, on rentre dans des histoires, dans des rêves. Chaque dessin raconte une histoire, une émotion qu'a vécu l'artiste et qui l'a transposée. Ouais, c'est vrai. On entend souvent les gens nous dire vous avez une sélection à la fois très éclectique. Enfin, il y a plus de 100 artistes à la Laszlo Galerie et en même temps, il y a un fil rouge. On sent une émotion commune. Alors, laquelle c'est vrai que c'est compliqué la question de dire quel est le fil. Oui, c'est toi le fil rouge. Oui, c'est tes goûts et tes couleurs. C'est ta sensibilité. Mais eux ensemble, on pourrait tous les faire se rencontrer. Déjà, ils ressemblent tous à leur dessin. Je trouve qu'on pourrait faire un blind test et dire alors voilà. Ah oui, maintenant, comme le chien ressemble à son maître, on peut mettre les dessins à côté des artistes. Ressemble à ses dessins. C'est vrai. Tous les artistes et du coup ils ont tous pour les connaître un peu chacun quand même le point commun, le dénominateur commun, c'est sans doute cette sincérité et cette émotion qui se transpose et qui se voit et qui touche les gens du coup. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'histoire de l'art ou des études d'histoire de l'art pour pouvoir être touché par ces œuvres. C'est vraiment pour Moi, quand j'entends ton histoire, et ce qui me touche particulièrement dans ce lieu, je fais des parallèles du coup, vu que tu nous racontes, et je sens vraiment cette grosse force populaire, et aussi le fait presque de la légitimité pour toi
enfin, tu sais, le fait de mettre beaucoup des jeunes en avant, on sait que parfois en France, enfin peut-être que je dis des bêtises, mais qu'il y a ce poids de la légitimité, de t'as fait quelle école et de t'as quel diplôme et t'as fait quoi et tout. Et donc on sent chez toi vraiment cette énergie de aller, on se remonte les manches, on fait un truc accessible à tout le monde qui n'est pas élitiste et on va mettre en avant. Mais qui élève le niveau quand même. Et qui élève le niveau de ouf. Et on va mettre en avant, voilà, toute cette jeune génération qui peut-être peut parfois peut-être avoir peut-être un peu plus de mal à rentrer dans des galeries plus classiques, mais peut-être que je dis une bêtise parce qu'en fait il y a beaucoup de galeries qui représentent aussi des plus jeunes, mais ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui, non, mais c'est vrai que c'est, en résumé, c'est ça. Sauf que moi, je l'ai pas anticipé. Enfin, maintenant, j'essaye de revenir en arrière, de rationaliser ça, de dire c'est vrai. Au fond, pourquoi ? Comment est-ce que le projet, la genèse de cette galerie, etc. Parce que même moi, je me posais la question. Mais au début, c'était vraiment avoir envie d'avoir un lieu où je sois heureuse. C'était très égoïste. Bah, c'est déjà pas mal. Et bah oui, mais vrai. peut-être que c'est ça on des ingrédients de la Je me suis dit recette quel est le miracle. métier parfait, idéal où je forcément, m'épanouirais, qu'est-ce qui va me rendre heureuse. Je vais rouvrir un lieu qui soit comme le jam, parce que je suis très heureuse dans mon jam, mais qui soit moins contraignant dans sa direction, parce que c'était donc je me dis voilà, idéalement ça serait ça, voilà, je vais faire ça et après ça se construit, tu vois, c'est petit à petit d'autres artistes se sont rajoutés, j'ai tricoté mon projet en l'exerçant. J'ai tricoté, ouais, tu vois, j'ai appris le métier en l'exerçant. Et puis on a changé plein de choses et tout ça, mais et effectivement c'est vrai que ce qui m'a plu c'était la jeunesse en fait, de voir les jeunes artistes m'orienter plutôt vers eux plutôt que vers d'autres, même si on a aussi des artistes qui sont les profs de ceux qui sont là. On a les profs et les élèves à la galerie, parce qu'il faut pas non plus oublier, on a Caroline Bouillet qui est professeure. Casse le cadre. C'est ça. Caroline Bouillet, qui est une des premières artistes que j'avais vue, elle a son atelier à rue de Ménilmontant à côté. Génial, artiste graveur, toute sa série sur Paris est au musée Carnavalet, tout ça, on a une chance. Des fois, je me dis, mon Dieu, mais il y a Caroline Bouillet dans les murs de la galerie. Tu dois être fière. Oui, mais oui, je me dis, mais j'entends, ça me fait un peu des émotions. Mais elle est aussi prof des Gros du Quai Boucard et de plein d'autres artistes de la galerie, et du coup, tout le monde cohabite. Et ça s'est construit petit à petit. J'ai même pas réalisé. Je suis allée voir Caroline Bouillet. Je me suis même pas dit. Je me suis pas posé de questions. Je me suis dit super, elle accepte. Voilà, j'ai un artiste de plus pour ouvrir mon lieu. Mais c'était vraiment sans. J'ai pas anticipé ce que ça pouvait avoir comme résonance, la sélection et tout ça, quoi. Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accéder aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, aux portfolio reviews, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com/senscreativepodcast ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode. Donc on entend bien que dans tes critères de sélection, il y a cette absolue sincérité et puis il y a une exigence artistique et plastique. La question à 1000 points. Comment les artistes peuvent-ils te démarcher ou présenter, t'approcher, toi ou non, on va rester sur toi. J'allais dire, tu sais, les galeristes en général, mais on va rester sur toi. Tu dois recevoir des demandes. Oui, beaucoup, mais après, je pense que chaque galerie aussi a son protocole un peu, parce que il y a quelques artistes qui parfois viennent à la galerie avec leur portfolio ou leurs œuvres dans des cartons à dessin. Et je sais qu'il y a des galeries qui disent OK, asseyons-nous. Et qui prennent le temps, qu'on l'espace aussi, parce que c'est pas évident. Il faut avoir une table pour faire ça. Il faut pas être au milieu des gens. Non, mais oui, mais ici, en fait, comme on est toujours, c'est une vraie ruche, en fait, hein. Parce qu'en fait, la particularité de la galerie, enfin, je sais pas si ça en est vraiment une, on n'est peut-être pas les seuls. Quoi que je me demande.
C'est qu'on est à la fois une galerie de multiples. On présente, on va dire que les 2 tiers de la galerie, c'est des multiples, donc ce sont des prints. Voilà, c'est des éditions limitées qui sont signées numérotées en dessous de 300 exemplaires, souvent sur 100 en ce qui concerne les prints. Sur les gravures, c'est 30, 20, 40 exemplaires et qui sont signés et numérotés à la main. Donc ce sont des œuvres originales. C'est pas du poster et tout ça. Toutes les œuvres sont originales, elles sont uniques ou multiples. Et du coup, les 2 tiers de la galerie sont consacrés à l'exposition d'œuvres multiples. Et donc, et le tiers restant, c'est la place, la pièce d'exposition dans laquelle on est, qui présente donc une exposition d'œuvres inédites, qui sont souvent des peintures, des pastels, etc. Pour Jean, ce sont des aquarelles. Donc, ce sont des œuvres uniques. Et donc, ça fait un boulot pas possible en fait à mener et on a tout le temps des choses à faire parce que on a un atelier d'impression à l'étage pour les tirages en pigmentaire, il faut les sortir, faut les découper, faut faire venir les artistes, faut vendre, faut mettre à jour le site web, faut faire de la com, enfin la journée n'est jamais suffisante pour ce qu'on avait à faire et en général on reporte beaucoup de choses au lendemain et on essaye, donc on est comme des abeilles d'ailleurs voilà, donc on n'a pas le temps en fait, donc quand les jeunes gens passent, enfin les artistes passent en disant je voulais juste vous montrer ou sur mon smartphone ou on n'a pas la disponibilité d'esprit pour bien sûr, se c'est poser. important, oui. Non, il faut prendre rendez-vous et du coup on reçoit par mail, on leur recommande de nous écrire, de nous envoyer ou un lien vers leur Insta ou un dossier et puis là on ouvre tous les mails. Et si c'est dans la direction un peu il faut vraiment maintenant, comme on est plus de 100 artistes à la galerie, enfin comme la galerie présente plus de 100 artistes, il faut un peu qu'on tombe notre chaise pour. Il faut que ça tape dans ton œil. Mais oui, parce que déjà, il y a parfois un malentendu où certains nous disent, je fais à peu près ça. Ça ressemble un peu. Alors ça, tu vois, on va pas commencer à se télescoper. Bah bien sûr. Il faut que chaque artiste qui arrive à la galerie propose quelque chose de complètement nouveau. De singulier. Oui, voilà, un univers, une nouvelle page qui s'ouvre, une nouvelle émotion et tout ça. Et c'est un petit peu un biais de penser que voilà, je suis dans l'état d'esprit de tel ou tel artiste, donc du coup je peux y aller. Bah peut-être pas justement. La place est déjà prise. Exactement. C'est comme en agence. Oui, c'est ça. Exactement, oui, c'est ça. On essaye il y aura pas 2 artistes qui vont avoir des univers qui se superposent ou bien, parce que le monde de l'image, il est ainsi fait maintenant avec les réseaux sociaux que, effectivement, tout le monde se regarde, tout le monde s'inspire les uns des autres et parfois. Ah oui, c'est une grosse tendance. Il y a une homogénéité un peu généralisée. Mais oui, il y a des artistes qui font des choses qui ressemblent beaucoup à d'autres artistes. Inconsciemment, peut-être, souvent. Et oui, c'est un mélange de plein de choses. Mais évidemment, le paramètre d'explosion des images fait que voilà, les styles se ressemblent. Et le conseil qu'on leur donne quand on reçoit ce genre de dossier, c'est essayer de trouver votre singularité. Il faut travailler peut-être encore pour trouver votre propre voix, votre propre façon, votre propre patte, facture en fait. Ouais. Et donc on les suit sur Instagram quand ceux qu'on repère qui sont quand même assez bons, mais qui sont. Et du coup, Instagram effectivement est l'outil. Et c'est ton outil de travail, Instagram. Oui, on fait de la veille. Ça prend du temps, mais en fait, il faudrait passer encore plus de temps dessus, mais c'est chronophage. Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça que tu découvres les nouveaux artistes et que c'est vrai que toi et moi on communique quasi que sur Instagram quand on le fait. Et Instagram et aussi les revues comme Qui Blinde et Eratom. Il faut un travail de sape déjà en amont. Donc pour taper dans l'œil de Lamia, faut passer dans Eratom ou dans Qui Blinde. Ça peut être une solution. Enfin, c'est ça. Ou l'approcher sur Insta. C'est des super incubateurs d'artistes. Ils font travailler. C'est une super vitrine. Oui, puis ils ont on peut une faire un petit exigence. coucou à Maglone parce que je pense qu'elle a fait un petit peu ce jump là en fait. Mais oui, Maglone, qui est dans le Patate Club et qu'on adore. Elle est super sympa. Maglone, elle est venue avec Pierre-Emmanuel Liette justement. Ah oui. Un soir de vernissage où elle avait fait un dessin pour Bastille, le magazine Bastille de Michael Prigent, et ils sont venus tous les deux. Et c'est là où en fait on a eu un coup de foudre déjà pour la personnalité de Maglone qui est absolument irrésistible. Et ensuite on a pris rendez-vous et on a fait une sélection, etc. Donc Maglone c'est un peu particulier parce que je l'ai vu physiquement et Mais ça aide, non? Enfin, tu disais tout à l'heure que des personnes voudraient te montrer leur portfolio, mais peut-être qu'il faudrait venir te voir en vrai sans le portfolio et qu'il y a un feeling humain en fait. Peut-être, oui, c'est vrai que c'est l'occasion au vernissage de se présenter, après il faut que ça suive derrière. Ah bah oui, évidemment. Ouais, complètement. Mais je pense que c'est vrai. Mais l'humain, ça compte. Moi, je suis trop dans cette énergie. On a toujours tendance à penser, faut que je fasse mon book, faut que je fasse mon book, mais en réalité, les contacts
sont extrêmement importants. Bien sûr. Évidemment, faut pas non plus que les contacts soient surjoués. Il faut une espèce de logique qui crée un lien entre les personnes. Mais ça, c'est sûr. Mais évidemment. Et puis, bien sûr que l'humain, c'est super important. Si la personne derrière est pas cool et crispante ou quoi, même si c'est un génie, la vie est trop courte, on va pas bosser ensemble, c'est sûr. Ah non, faut pas se rendre malheureux. En plus, l'idée quand on fait tout ça, c'est quand même d'être un peu le maximum heureux chaque jour, hein. Maximum heureux chaque jour. C'est vraiment la règle de vie, c'est pas d'effort, si des efforts on en fait beaucoup, mais pas de compromission, de choses qui nous cassent les pieds. Tout doit être fait de bon cœur. Voilà, première règle. Donc avec les artistes, c'est la même chose. Le cœur généreux. Non, mais il faut qu'on soit bien ensemble, sinon ça va pas. Comme une petite famille, comme ça. Exactement. Et des fois, c'est pas forcément la rencontre physique, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Je pense à Jessica Lys, qui m'avait écrit un mail en proposant son travail tellement chouette. Elle écrit super bien. Jessica Lys, c'est une artiste de la galerie qui est évidemment super forte et faut voir son travail. Elle est incroyable. On a fait un podcast avec Jessica d'ailleurs, son histoire et tout ça. Mais elle écrit super bien. Et alors moi, elle m'a entourloupie. Enfin, vraiment, je me disais qu'est-ce que c'est joli, comment est-ce qu'elle se présente. Oui, c'est souvent des coups de foudre humains et je disais, c'est tellement joliment écrit. Qui c'est cette fille? Et en plus, son travail était chouette. Hein. Ouais. C'était Les Maisons Montagnes, sa première série. Donc ça, l'humain, oui, c'est sûr. Hein, C'était des œuvres uniques, hein, c'est ça. Oui, on a présenté. Donc, t'as créé cette première famille, Laszlo Galerie, donc l'humain, tout ça. Et puis, tu as créé Laszlo, l'agence. L'agence, oui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à créer une nouvelle petite famille Surtout que ça t'est pas venu tout de suite. Enfin, c'est des cousins, en vrai. C'était il y a 3 ans, l'agence, maintenant, elle a 3 ans. Elle va avoir 3 ans en avril prochain. Et parce que, du coup, c'est quand même une prolongation. Alors, c'est pas du tout prévu initialement. Et par contre, c'est devenu presque une évidence, parce qu'on s'est rendu compte que nos artistes, ça c'était quelque chose que je savais pas forcément au début en l'ouvrant, la plupart des illustrateurs, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui sont professeurs d'art, etc., mais ils sont, nos artistes sont illustrateurs et donc travaillent sur des projets de commande. Nous, on est la vitrine de leurs travaux personnels, de leur respiration, mais à côté, ils font plein de choses et on s'est rendu compte au fil des ans qu'il y avait pas mal d'agences, des acheteurs d'art qui venaient, des maisons d'édition pour faire. Oui, t'as des professionnels qui viennent à la galerie. Oui, tout à fait, qui nous questionnaient, qui nous disaient qu'est-ce que vous avez dans ce style-là, et on passait un peu de temps pour. Et après. Tu faisais déjà le travail d'agent au final. Oui, enfin, je savais même pas qui c'était en fait. Des fois, je me disais il est bizarre, pourquoi est-ce qu'il m'a demandé tout ça? Parce qu'il se présentait pas en plus. Ouais. Et après. Là, ils ont aucun intérêt à le faire. Non. Et après, les artistes nous disaient, tiens, voilà, j'ai eu apparemment une fresque dans un hôtel, la personne est passée, c'est à part Laszlo Galerie. Donc on se dit, tiens, on est une vitrine pour nos artistes. Et comme il y avait une petite équipe d'artistes avec qui on se connaissait bien et qui n'avaient pas d'agent, on a commencé avec Virginie Morgan, qui n'avait pas d'agent et qui avait des projets. Je me souviens, c'était pour voir des œuvres prêtées sur un plateau télé, etc. Elle m'a dit, est-ce que tu peux t'en occuper? Oui, c'est vertigineux, on sait pas comment il faut faire. Mais pas du tout. Alors pareil, là j'ai dit, t'es sûr? Parce que moi je sais pas faire. c'est terrible hein, comme métier. Hein. Mais oui, mais tu te lances, mais c'est ça. Il faut se lancer. Tu te lances. Il faut faire les choses pour les apprendre souvent. Enfin. C'est vrai que je pense qu'il y a des formations pour être galeriste. Enfin, j'en sais rien. Je ne pense pas. Mais c'est toujours bien d'avoir fait des études d'histoire de l'art avant d'ouvrir une galerie, etc. Mais c'est pas grave si tu l'as pas fait avant. Tu fais autrement. Donc, pour agence, c'est pareil. Sur le tas. Oui. Et donc, il y a des bouquins quand même. Donc, je me suis commandé des masses de bouquins sur les droits d'auteur, les cessions agent de droits. Pour les nuls. Bon, puis tu connais il y a aussi pas ces bouquins. Ah oui, il faudrait le créer. Il n'existe pas sûr. Mais tu connais aussi des agents. Oui, mais à l'époque non, pas du tout. J'ai rien demandé. Moi, j'ai été agent de Virginie Morgan pendant 1 an bénévolement. Ouais. Et pour me former, je lui ai dit, écoute, si tu veux, comme je suis pas sûre du service que je vais te rendre. Quelle idée. Ça va être comme ça, hein. On va voir. C'était un coup de pouce. Oui, je lui ai dit, écoute, on va voir. Comme ça, moi, je vais voir si ça me plaît. Toi, tu vas voir si t'es content de mes services. Et donc, pour négocier, c'est des couves d'albums, c'était des petits projets, pour Born Bad, affiches de festival. Oui, Born Bad. Parce que j'ai fait un mini épisode avec elle l'année dernière et Anime s'illustre, on en a discuté de ça. Donc c'est toi qui étais derrière.
Et en fait, ça a pas mal. Enfin, c'est un autre métier agent. Hein. Et du coup, quand l'agence a été formée, on a officialisé ça un an plus tard en agrandissant la famille. Virginie a été accompagnée de ensuite Marie Guillard, etc. Sabrina Chess. Enfin voilà, maintenant il y a 27 artistes. Mais j'ai Cyril qui avait envie de le faire. Mon mari a pris les rênes de l'agence et voilà, maintenant c'est vraiment lui qui s'en occupe à plein temps et moi je... Et vous avez le regard tous les deux sur les artistes qui vont venir. Oui, il faut qu'on soit assez raccord, ouais, bien sûr et moi je fais quand même la com, quelques devis, enfin je l'accompagne et puis il y a une autre personne maintenant à l'agence, c'est Alix qui est ici, qui est, on va dire, mutualisée entre la galerie et l'agence et qui s'occupe aussi de brief, facturation, des choses comme ça. Oui, parce que il y a un travail administratif dans une agence qui est terrible. C'est beaucoup moins glamour le métier d'agent que le métier de galeriste en fait. Hein. C'est pas que du bonheur, être agent. Il y a de la finance. Oui, c'est stressant. C'est peut-être plus rémunérateur aussi. Agent. Ouais. Ah oui, tiens, c'est une bonne question. J'avais pas vu venir cela. Si. Ça doit. Non, parce que tu dis que c'est moins glamour, donc si c'est moins glamour, faut bien qu'il y ait quelque chose derrière qui vaille. Oui, au-delà du service que tu rends à tes. Oui, parce qu'on comprend bien que t'es la marraine des illustrateurs et que tu les aimes d'amour, mais derrière, faut que ça suive, quoi. Ça dépend, oui. Ça dépend des saisons. En fait, la galerie et l'agence s'épaulent mutuellement. Il y a des moments creux pour la galerie, il y a des moments creux pour l'agence, et du coup, comme on est vase communicant, on s'entraide. C'est un écosystème que tu as mis en place. Je pense que moi j'y gagne en fait, quand même. On espère bien pour toi. Non, je veux dire par là que financièrement parlant, j'ai pas fait les comptes. Mais par contre, au niveau la vie de tous les jours, quand tu sélectionnais des œuvres, recevoir les artistes, préparer des expositions, c'est 100% de bonnes choses, de bon karma. Agent, comme vous êtes aussi dans une agence et tout ça, il faut faire des devis, être sûr de pas se tromper. Il y a des ratés tout le temps. Il y a des ratés, t'es stressé parce que l'agent fait l'interface avec le client et justement il est là pour éviter que l'artiste se fasse malmener ou bien donc l'idée c'est oui c'est ça, donc il faut encaisser. Moi je me souviens que les premiers contacts justement pour négocier ou pour faire signer les sessions, parce que souvent les gens oublient qu'il y a pas que de la créa, il y a des sessions de droit. Mon Dieu, mais je me suis faite vraiment presque engueuler en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de session, il y en a jamais. Mais si, ça protège l'artiste et tout ça. Oui. Et du coup, je me faisais un peu houspiller et il faut avoir le ton. Moi, je vois que Cyril, il reste très calme, il dit mais si. Moi, j'étais un petit peu perplexe, quoi. Je me dis mais comment on me parle là? Et ça arrive quand t'es agent. Ça dépend sur qui tu tombes. Tu tombes des fois sur des agences qui sont au courant, évidemment, ça passe tout seul, etc. Mais tu peux tout part du budget. Si le budget, il y a pas un compromis, il y a pas de travail. Et voilà. Oui, il faut négocier des budgets. C'est toujours compliqué parce que je pense que même avec beaucoup d'expérience, un budget pour le placer. Alors nous, Cyril, je sais qu'il a des grilles, il le fait très rationnellement, voilà, comme ça. Oui, ça rassure aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ça sort pas d'un chapeau, c'est comme ça. Oui, voilà, c'est vraiment, ça passe presque des même si logiciels. en com, des fois, ça peut péter les plafonds parce que voilà, c'est des budgets complètement. Mais voilà. Et donc, ça s'est fait assez naturellement, le travail, l'ouverture de cette agence, comme une sorte de prolongement de l'activité de la galerie. Et à quoi ressemble du coup ton quotidien en tant que galeriste et agent? Ça ressemble à quoi un peu la vie de Lamia? En fait, ça commence par ouvrir les mails et recevoir et répondre, en fait, comme on est une grande famille avec plus de 100 artistes, des mails de toutes sur tous les sujets. Tout sujet, voilà. Tout sujet, des nouvelles œuvres, expositions, factures, les factures à payer, les choses comme ça. Donc il y a bien, je pense, et service client, parce que s'il y a des clients ou bien des partenariats. Aussi ça, c'est très sympa de dire voilà, j'ai une idée, on peut vous proposer tel ou tel. On travaille avec le théâtre du Lucernaire par exemple où il y a une exposition tout le temps. Sur quoi, qu'est-ce qu'on va mettre au mur ensemble, on se prend. Donc il y a pas mal de réponses aux mails. C'est un peu ta revue de presse du matin, quoi. Exactement, mais ça peut prendre 2 heures. En fait, il y a des mails qui sont compliqués en plus à répondre. Tu dis bon alors attends, comment on va faire? Tu prends un peu plus de temps. Il y a des mails en anglais, super. Et puis ensuite il y a pas mal de rendez-vous aussi avec les artistes pour et de préparation d'expos. Alors rendez-vous avec les artistes, c'est pour présenter des nouvelles œuvres ou bien pour préparer leurs expos.
Et puis après, il y a toutes les contingences matérielles, commandes pour toute la logistique et commandes de matériel. Il faut pas louper, il faut qu'il y ait toujours tout. Il y a un nombre de trucs qu'on utilise ici, mais c'est pas possible. Hein, depuis les pochettes en carton, les trucs, les cartouches d'encre, on avait le stylos, stock le scotch double face, le scotch repositionnable. Donc bon, c'est des fournisseurs. Là-bas, il y a les paquetages qui sont prêts à partir. Les cartes postales, les outils de com. Hein. Il y a la fabrication des outils de com aussi qui prennent du temps, forcément. Les petits stickers pour faire joli. Les goodies, et puis sur Insta, on essaye d'anticiper, de préparer. Là, par exemple, il y a toujours des newsletters à faire aussi. Ah ouais, c'est du travail. Donc il y a. Non, mais il faut une team, quoi. Voilà. Ouais. En gros, la journée. Toute l'équipe ici, c'est la vente et la préparation des colis pour les expéditions. Mais moi, on va dire qu'il y a un quart de réponse aux mails, un quart de préparation de réponse aux mails, un quart de préparation d'exposition ou d'événements ou de partenariats. Et il y a l'autre moitié du temps qui est très pragmatique et qui doit veiller à ce que la galerie elle ne manque de rien et que elle ait tout ce qu'il lui faut pour avancer, que ce soit matériel ou bien au niveau communication, en fait, de prévenir, d'avertir, newsletter, etc. Ouais. Ah, c'est une logistique en fait, il y a du boulot, dingue. Ouais. C'est quoi un petit peu l'un des plus gros ou les challenges que tu rencontres dans ton travail? C'est que toutes les expos elles se passent bien et que parce qu'elles s'enchaînent les expos. Oui. Ça, alors celle de Jean elle dure 2 mois, mais effectivement c'est que on se casse pas la pipe en n'ayant pas prévu les tirages, les encadrements, que tout soit mis en ligne. C'est tout le temps un défi qu'on relève avec l'équipe. Que quand le jour du vernissage, alors c'est vraiment le mot vernissage dans le sens complet du terme, parce que souvent on fait les raccords peinture à la dernière seconde, à 1 heure avant, on sort des fois les œuvres sont pas terminées, vite on va chercher du papier pour faire le passe-partout chez Rougier et Play, le carton, et on prépare. Donc quand les invités, le public arrive à 18h30, c'est souvent que à 18h20 vous étiez encore là. On est encore en train d'encadrer, enfin j'exagère un peu, mais oui, de faire un encadrement ou une mise en ligne, mais parce qu'il y a toute la mise en ligne à faire. On a aussi un site web adossé à la galerie, donc c'est de relever le défi à chaque fois. La prochaine expo, c'est des broderies, de la filature. Ah oui, d'accord. Donc c'est des encadrements qui peuvent pas être les nôtres. Donc c'est trouver, on va tout faire encadrer exceptionnellement par Lama Factory qui avait fait des encadrements pour l'exposition de Jessica Liss, et c'est en suspension, les broderies semblent flotter comme ça dans un cadre américain. Donc c'est toujours nouveau. À chaque fois qu'on fait une expo, avec l'artiste, il y a une émotion particulière, même si on en fait beaucoup. L'artiste, il est souvent très très angoissé. Faut le rassurer. Il met beaucoup d'enjeux. J'ai l'impression de voir une scène d'un film de Wes Anderson, en fait. Là, tu vois, avec la multitude de petites scènes qui s'enchaînent, puis tout d'un coup, hop, c'est parfait. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est pour ça qu'on a souvent des grosses cernes au vernissage. On est là, bonjour. Et en fait, on est un peu lessivé. Ouais. Le matin du vernissage, maintenant, on fait nos podcasts aussi. Et la bonne aventure. La bonne aventure. Voilà, donc c'est quoi cette aventure du coup? Merci beaucoup de citer la bonne aventure. On s'est dit que c'était bien de mettre on parle entre collègues là. Voilà, c'est ça. On est des podcasteurs, podcasteuses. Et oui, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Sens Créatif et la grand bonne plaisir. aventure. Et la bonne aventure, c'est une sorte d'archive vocale d'une exposition en fait. C'est de laisser une trace. Et on s'est dit que c'était un peu incroyable de ne pas y avoir pensé avant, mais on fait à peu près une expo par mois depuis maintenant 8 ans, 9 ans. Enfin, je sais pas combien on en a fait du coup, 12 fois. Oui, ça fait plus de 100, plus de 200. Et on a beaucoup. Le podcast, c'était peut-être pas dans l'air du temps tout au début, mais finalement, on s'est dit que c'est une évidence de laisser parler l'artiste de son exposition, ce qu'il a inspiré. Qu'est-ce qu'il voulait nous raconter, parce que c'est une aventure, une exposition pour un artiste, effectivement. Il raconte quelque chose de particulier qui lui tient à cœur, c'est un projet, et c'est une mise à nu de quelque chose de très important pour lui. Oui, c'est intime. C'est très personnel. On voit un texte de Jean Mallard. Mais oui, souvent les artistes écrivent des textes maintenant. C'est magnifique. Oui, Jean, il écrit très bien aussi, et ouais, ça donne des frissons, et du coup, ça paraît un peu naturel de les interroger. Et souvent, ils ont
explorer des choses qu'ils avaient pas forcément dites avant. Donc c'est l'occasion de dire qu'est-ce que tu voulais raconter de plus que d'habitude parce que ce sont des œuvres inédites en fait. Donc sur un thème, un fil rouge sur un sujet, et c'est de parler de ça en fait. Et l'idée c'est d'inviter un autre artiste aussi si on peut, si l'artiste est disponible, pour qu'ils puissent avoir entre eux des échanges. D'artiste à artiste, parce que moi je suis pas artiste, et donc de les entendre c'est génial. Moi j'adore. La dernière fois j'avais les larmes aux yeux, je devais être un peu fatiguée pour Jean, c'est vrai, mais j'étais, enfin voilà, si je pouvais ça avec Pierre-Emmanuel Lié et Jean Mallard, c'était des échanges super. Un beau combo là. Et c'est comment de se lancer dans le podcast? Émouvant. C'est marrant parce que depuis le début de la conversation, tu t'es lancé. T'avais jamais fait la galerie, t'avais jamais fait agent, t'avais jamais fait podcasteuse, oui. Et à chaque fois tu te lances. Tu te lances. Ensuite, je dirais pas des défis, mais en tout cas dans des aventures. Mais ça va, je vais pas dans l'univers, dans l'espace non plus. Pour moi, le plus grand défi, ça serait de faire une opération à couvert ouvert, par exemple. Ok. Bon, je ne pense pas qu'on te laisserait faire comme ça. Non, mais jamais. Tu vois ça c'est quelque chose. Moi, pour moi, les médecins et tout ça c'est vraiment. Ou bien les pilotes de ligne. Tu vois ça, la responsabilité que t'as, et puis il faut vraiment connaître à fond ceux qui partent dans l'espace. Il y a une femme qui part bientôt dans l'espace et tout. Tous les tests qu'elle doit faire, mais ça va. Enfin, je veux dire. Non, mais je serais presque pas surpris, que dans 20 ans, soudainement. Je fais une opération à cœur ouvert. Ouais, que t'ailles dans l'espace. Voilà. Moi, dans les artistes dans l'espace, c'est parti. Non, mais c'est pas des choses qui sont inaccessibles non plus, en fait. Il faut. Pour le podcast, tu t'es dit, allez, qu'est-ce que. Moi, je suis bavarde déjà. Vous voyez, là, je pourrais rester. Alors ça, des c'est heures, pas mal. Ça peut aider. T'es bonne cliente. C'est un bon départ. Oui. Je peux rester saouler les gens pendant des heures. Donc. Saoule-nous. Donc il faut le sentir, il faut que ce soit des choses qui soient en incohérence avec soi-même. On va pas, il faut pas s'écarteler. Il faut faire des choses qui aillent de soi un peu. Et puis t'as de la curiosité pour tes artistes. Oui, oui, pour les podcasts. Oui, bien sûr, on se connaît très bien souvent. Et puis même si on se connaît bien, ce qui est incroyable, c'est qu'au moment du podcast, on découvre des choses, alors qu'on essaye de les préparer, de se poser des questions. C'est un moment en fait qui est un petit peu magique, où il se passe des choses et le micro est là pour les capter. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas du tout une contrainte, même si c'est le matin du vernissage, on a un petit peu, on sait que la journée va être intense. Non, mais ça il y a l'énergie. Ouais. Je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, le vernissage n'est pas passé, t'es encore dans le montage et tu choisis ce moment-là en fait pour mettre l'artiste face au moment. Justement. Oui, il est dans son jus. Et toi aussi, t'es dans le jus, donc il y a une énergie. Ouais, c'est ça, il y a une émotion. Une fébrilité en fait qui va amener quelque chose de peut-être profond. Oui, et le soir même, l'artiste va accueillir tout son public. Donc il y a un peu d'appréhension et tout ça. Donc c'est un moment particulier et on commence la journée comme ça et c'est toujours très sympa. Après, on le fait aussi avec les moyens du bord, sans se mettre la pression. Ça pourrait être mieux, sans doute, mais c'est toujours ce que je me dis. Ça pourrait toujours être mieux. Tout pourrait être mieux, la galerie aussi pourrait être mieux, mais on fait comme on peut, et puis ça existe moins, voilà, c'est fait. Voilà. C'est clair. Donc si vous écoutez Sens Créatif, allez écouter La Bonne Aventure, Merci ça se beaucoup. complète. Ça se complète. On mettra les liens. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de la boîte à boxons? À moins que tu voulais poser une autre question. Pourquoi des questions, la mienne, on pourrait t'en poser encore pendant 3 heures, mais on va peut-être passer quand même à la boîte à boxons. Pourquoi pas? Allez. C'est parti. Alors, je te la présente, elle est là. Alors. C'est la dernière fois qu'on l'utilise cette saison. Ah. Je ne sais pas encore si elle reviendra pour la L'année saison prochaine. On verra. Pas encore décidé. Mais en fait, il y a encore des petites questions dedans. Tu vas devoir en tirer une et y répondre si tu veux bien. Bah oui. Voilà. C'est le hasard qui va décider un petit peu. J'espère que je vais tomber sur une bonne question. Je peux pas changer si. Non. Eh non. Ah non. C'est pour ça que ça s'appelle la boîte à boxons. Ah, la main gauche, allez. Alors, il est possible que tu sois surprise ou déstabilisée, mais c'est pas grave, tu as un petit temps de réflexion. Ah. Alors, il y a des questions sur la créativité, des questions un petit peu plus transcendantales, et puis des questions sur le chaos. Et là, c'est une question chaos, je vois la petite gommette noire. Ah oui. Alors, c'est si tu pouvais remonter l'histoire et changer une chose, ce serait quoi? Alors, mon histoire ou l'histoire du monde Non, la tienne. Ah, la mienne. Enfin, je crois. Oui, ton histoire. On parle de la mienne, là. Mon histoire. Ça peut avoir un impact sur le monde. Bah, je pense pas, mais attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Il faut quand même que je vous donne une réponse. J'ai un peu de temps de réflexion.
Non, franchement, je vois pas une chose dans mon histoire. Un truc que je regretterais qu'il se soit passé, qu'il faudrait que ça se passe autrement. Vous l'avez déjà posée, cette question? Elle est déjà sortie? Non, c'est les unique. questions sont uniques. Ah, c'est vrai? C'est comme un tatouage. Elles sortent une fois, elles sont plus jamais reposées. C'est génial. C'est pas évident, reconnaissez, hein. C'est la boîte à boxon. On l'a imaginé exprès pour ça. Attends, oui, alors j'ai peut-être un truc, mais je trouve pas que ce soit très percutant. J'essaie de remonter loin dans mon enfance. Dans mon enfance, est-ce que je regrette un truc? Non. Non, ça c'est pas trop grave. Hein. C'est vrai qu'on fait des choses parfois, il faut reconnaître, en y réfléchissant, j'ai dit mais pourquoi j'ai fait ça? Forcément que j'aurais dû faire autrement, mais l'impact est pas... C'est contrariant sur le coup parce que on voudrait toujours tout bien faire, mais forcément des fois, et encore là, à 50 balais, je me dis mais je suis toujours... Est-ce que la réponse... Ouais, vas-y. Il y a peut-être un truc que je me reproche, mais c'est pas définitif dans mon histoire parce que la formulation c'est si tu pouvais remonter l'histoire et changer une chose, ce serait quoi? Il y a un truc qui est vraiment récurrent chez moi, mais c'est pas tout à fait répondre à la question, mais Merci. c'est que je m'emballe tout le temps très vite. Je suis vraiment une détonation directe, et donc je suis comme une. D'ailleurs, la mienne en arabe veut dire l'étincelle, hein, et c'est ça. Hein. Ah bah voilà. C'est intéressant. C'est génial. Et donc, je réfléchis, je dis beaucoup, je réfléchis pas assez avant de donner des réponses ou des décisions. Voilà, typiquement là maintenant. Et donc, je m'emballe beaucoup et je peux m'engager dans des choses, tu sais. Je me freine pas du tout en fait. Je dis oui tout le temps, je fonce dans les projets et tout ça, et il y a de la perte en route en fait. Et à chaque fois, je me dis réfléchis, modère. Avant de donner une décision, parce que j'ai tellement envie que les choses se fassent, ou bien et ça fait des années que ça dure, enfin depuis que toujours en fait, où je dis ah ouais génial super et tout ça, et après coup je me dis j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu et prendre une décision. Personne te demande de donner une réponse tout de suite, et moi je dis tout de suite. Et c'est souvent oui et tout ça. Et après, je me mets dans des situations un peu rocambolesques où je me dis bon, chose dite, chose tenue, et en fait, c'est pas possible. Et en fait, ça sème un peu la zizanie, ça. Voilà, c'est un truc que j'aimerais changer dans mon histoire, c'est d'être plus réfléchi. J'en connais un autre comme ça. Toi aussi, vrai Laurent? Non, moi, c'est toujours moi qui lance pas de Jérémy. nous aussi. Oui, enfin, on est ensemble. Ah, vous êtes comme ça, sens créatif. On lance des idées et puis on se fait rattraper et on se dit ah ok, j'avais pas anticipé ce point-là. Quelqu'un m'a déjà dit t'es un peu faux follet comme ça. Oui, C'est voilà, genre, faux follet. Donc t'es aussi un petit l'étincelle. Et alors que en vieillissant, j'espère ça pour vous, que ça se tasse. Il faut en être conscient et se dire. Moi, je me dis quand même, j'aimerais bien. Je pensais que ça allait changer. Hein, honnêtement, je pensais que j'allais me calmer, qu'en vieillissant, j'allais être avoir une forme de sagesse, d'esprit plus posé. En fait, je fonce tout le temps. C'est fatigant. Il y a une vraie question d'acceptation aussi de sa nature. Et quand on l'accepte, c'est bien plus facile de vivre avec aussi, quoi. Voilà. Oui, Pour mais pas enfin, des justement fois, ça avoir de fait, regrets. oui, Bah oui. c'est vrai, mais ça peut faire, oui, c'est... Mais t'as un exemple un peu concret peut-être, enfin pas obligé, hein, mais de trucs où tu te dis genre j'ai foncé et puis. Ah, c'est Pas- un peu pas tous les obligé. jours, Ouais, c'est un peu ouais. tous les jours en fait. Hein, Ah. Oui, non mais parce que il y a des gens qui pourraient se reconnaître. Non, mais non, c'est vraiment dans le quotidien. C'est l'usage, c'est aussi dans le quotidien. Ça peut être sur des projets, effectivement. Tiens, par exemple, enfin bon, c'est pas très intéressant, mais on a eu une proposition du Bon Marché, par exemple, pour avoir un corner il y a quelque temps, il y a plusieurs années. Mhm. Et en fait, c'était catastrophique et tout ça. J'étais ouais, super, bien sûr, on va se débrouiller, etc. C'était en pleine période de Noël. Ça nous a mis dedans, mais horrible parce qu'il fallait tout préparer. Enfin, ça, c'est un détail, c'est anecdotique parce que ça n'a pas, ça a juste la conséquence de nous avoir tous vraiment cassé les pieds. Et ma décision à moi prise comme ça hyper rapidement a impacté tout le monde ici à la galerie. Ah, J'en oui. suis voulu parce que ça tombait très mal et j'aurais dû y réfléchir avant, etc.
Bon, alors voilà, du coup, je casse du sucre sur le bon marché, mais Non, bah c'est juste c'était compliqué. mais non, mais c'est en général dans le mode de vie de tous les jours. C'est vrai que quand on se décide trop vite, on vit à deux, moi avec mon mari et tout ça. Des fois, je prends des décisions. Il me dit mais t'aurais pu me consulter quand même. Oups. Ou pas. Mais c'est cet enthousiasme aussi qui fait ta moteur, force, hein. sûrement, et qui est derrière toute l'énergie de la sloganerie, de ton agence. Ouais. Il y a plein de fois où Jérémy, il prend des décisions, parce qu'il est assez leader, comme ça, tu vois, il prend des décisions, puis il dit, c'est maintenant, il faut le faire. C'est vrai. Moi, ce que je fais, c'est que je dis, ok. En fait, je sais qu'après, s'il y a moyen, je viendrai tourner un petit peu la barre s'il faut, quoi. Voilà. En fait, j'accepte le fait que cette énergie-là, elle apporte du moteur et du fuel, tu vois, de l'essence, et on va aller quelque part. Et moi, ça me fascine, tu vois, de me dire, on prend la voiture, on y va. Ça, j'adore. Il est toujours prêt à tout, Laurent. C'est incroyable. C'est bien, parce qu'en fait, Laurent, c'est mon binôme depuis la saison 4, mais en réalité, il est dans les coulisses depuis quasi le début. Et du coup, moi qui suis justement un peu cette énergie, un peu comme toi, peut-être, genre, allez, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, heureusement que Laurent, il est là parce que, ça... Mais moi, je suis pas là, tu sais, il y a le petit diable, le petit ange, c'est les consciences qui te parlent. Moi, je serais peut-être plus le petit diable à dire, vas-y. et parfois, on est un petit peu inconscient aussi. Parfois, à deux, on fonce tête baissée. Feeling. Et en fait, après, on est tous les deux à se dire, mais tu vois, c'est plus fort que nous, et j'imagine que c'est plus fort que toi. C'est une énergie qui nous habite, un enthousiasme, et qui nous mène en avant, une forme de naïveté également. Et c'est bon, il y a un peu de naïveté, c'est sûr, ouais. Moi, je pense que comme on dit en anglais, c'est underrated. C'est la naïveté. Ouais. Je pense que c'est quelque chose c'est une force, oserais-je dire, une puissance qui nous fait faire des bonds en avant, je crois, vraiment. Oui. Mais j'aimerais bien qu'en vieillissant, là, ça se tasse un peu quand même, et que j'acquiert un peu de sagesse. Quand même, il faut que ça me serve tout ça. Maintenant que vous m'avez posé la question, je vais essayer d'y faire attention d'ailleurs. Bon, alors on va vers la sagesse. On prend rendez-vous dans 10 ans, oui. Ouais, dans 5 ans, pour voir si tu as acquéri de la sagesse ou si tu es arrivé à une acceptation de toi. Oui, mais c'est vrai que s'accepter que c'est bien, mais il faut essayer d'être un peu s'améliorer aussi. Mais c'est vrai que ça, vraiment, je suis un vrai boulet. Hein. Mais bon. On va pas finir là-dessus. Non, parce qu'on va finir sur un truc assez super. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, je la retrouve. La voici, la voilà. C'est Jessica Das. Oui, parce que tu sais, il y a le Patate Club, les personnes qui soutiennent le podcast et qui font partie de notre communauté. Donc Jessica Das en fait partie. Et parfois, on leur demande, est-ce que vous voulez, on va interviewer telle ou telle personne, on va interviewer Lamia, est-ce que vous avez une question à lui poser? C'est trop bien. Alors Jessica, elle te pose une question, elle n'est pas obligée de répondre. Elle dit, comment Lamia fait-elle pour être une aussi merveilleuse personne? Oh, elle est trop gentille, ça y est, je vais avoir les larmes aux yeux encore. Oh, Jessica, elle est tellement gentille. Je lui renvoie le compliment. Ben voilà, Jessica, tu reçois. On l'adore aussi. Ah ouais, elle est trop sympa. Merci beaucoup, Jessica, et j'espère qu'on se voit bientôt. Bon. C'est trop gentil. Alors, on peut peut-être juste finir sur l'actualité de Laszlo. Ça dure combien de temps, l'expo de Jean Mallard? Qu'est-ce qu'il y a après aussi? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui nous attend? Parce que littéralement, l'épisode sort lundi. Donc, on est en pleine actualité. Ouais. L'expo L'heure bleue de Jean Mallard, elle dure jusqu'au 24 janvier. Et on accroche le 25 La Filature. Donc, c'est une série d'une vingtaine de broderies d'une brodeuse qui s'appelle en fait Sandrine Toré de Mer, très beau nom d'ailleurs, elle est de Perpignan, et le vernissage de son expo de broderie, c'est magnifique, c'est l'illustration brodée. C'est très fragile, c'est très sensible. Oui, sans doute. Je pense que c'est via toi même. Oui, on a quelques broderies de La Filature de Sandrine ici à la galerie, mais elles partent tellement vite qu'on en a plus beaucoup. Et son vernissage, c'est donc jeudi 26 janvier à partir de 18h30 en présence de l'artiste qui viendra évidemment. Et ça s'appellera en hiver, je pense à la mer. Et donc c'est beaucoup de paysages de mer, mais c'est magnifique. Elle s'inspire parfois de photos, parfois pas. Mais c'est fragile, c'est exquis, c'est d'une poésie folle. Il y a qu'elle qui fait ça. Enfin, elle a un talent inouï, Sandrine. Et du coup, elle vient pas du tout du monde de l'art non plus. Elle est brodeuse de mère en fille, mais de tradition en fait. C'est sa mère qui lui a appris et la mère avait appris à sa mère, etc. Et donc c'est pas son métier en fait. Elle brode par passion et voilà. Donc elle a un profil très particulier. Le podcast promet d'être assez intéressant. Ouais. Voilà, c'est en hiver, je pense à la mer par La Filature. Mais à quoi on peut s'attendre en 2023 à la Laszlo Gallery? On aimerait bien
Ça, les artistes de l'agence sont pas encore au courant, mais on aimerait bien faire une expo collective, comme il y a les Jeux Olympiques 2024 à Paris, sur le sport. Sur la liesse. La liesse. Oui. Ça veut dire quoi? La liesse, c'est la Pardon, clameur populaire, les gens qui sont heureux d'un oui, événement. Mais on n'y pense pas forcément. Ouais. Le mot liesse, il est beau, hein, déjà. Oui, on est en liesse. Je connais l'expression, genre la foule était en liesse. Voilà, c'est ça. C'est le mot. oui, la liesse. Et alors, c'est cette énergie, ce bonheur collectif, j'aime bien dire de zèle, la collectif, de l'énergie du sport. Ouais. Parce que faire une expo sur le sport, et par contre, ça met tout le monde en joie, là, en ce moment, avec le foot, malgré la polémique et tout, les gens sont quand même contents, ça énergise l'ambiance. Oui. D'ailleurs, tu vois cette grande illustration de Jean Ballard, justement, sur le stade de Naples. C'est typiquement ça. Elle est incroyable, cette, j'adore. Ouais, c'est ça, elle est plus là, je pense, elle a été vendue d'ailleurs. Mais oui, c'est ça, c'est cette énergie de groupe, d'équipe, que ce soit dans le public ou bien si c'est pour chez les athlètes, il y a quelque chose, une émulation, une joie qui est quand même particulière pendant ces périodes Tout à fait. De Jeux Olympiques ou de foot, etc. Et donc on voudrait, c'est un sujet, il faut qu'on la mette en place et ça serait en mars. C'est le truc comme ça qui se dessine un peu particulier, mais sinon la routine. Une jolie routine. En route vers la routine. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup Lamia. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un très bon moment. C'est une joie et un honneur. Merci Super beaucoup. Partagé. C'était notre épisode avec Lamia Magliueli. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on a passé un très très bon moment. Bah ouais. En fait, j'ai envie de dire comme d'habitude. Bah oui, pendant c'est sûr. Toute cette saison. On dit ça à chaque fois, mais il n'y a pas vraiment de surprise, quoi, parce que on n'a jamais vraiment passé une interview où ça s'est mal passé. Non, complètement. En plus, c'est rigolo parce que Lamia était un petit peu intimidée par l'exercice alors qu'elle fait elle-même un podcast. Donc, comme quoi, toujours de l'autre côté du micro. Ah ouais, quand on se retrouve toujours de l'autre côté du micro, c'est pas évident. Et elle a déroulé, quoi. N'en doutez pas. On espère aussi qu'elle a pu répondre à des questions que vous posiez sur ces métiers de galeriste et d'agent d'illustrateur. On essaie d'aborder un maximum de choses, mais surtout, moi je pense que ce qui était vraiment cool, c'est le partage de son parcours, comment elle en est arrivée là, et surtout cette passion qu'elle a d'être là, d'avoir un point de passage finalement dans Paris pour des images, pour que les artistes puissent s'exprimer, quoi. Moi, j'ai été très touché par son côté populaire et accessible, et le fait que elle connaissait pas forcément les rouages du métier ou du milieu, et qu'à chaque fois, elle se lance. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Absolument. Donc voilà, très très content de clore cette année 2022. Merci d'avoir été à l'écoute, et pour ceux qui nous suivent depuis très très longtemps, merci aussi d'être là. De rester fidèle, ouais. On espère que cette saison 4 vous a plu, autant qu'elle nous a plu. Ça a été une sacrée petite aventure. Ça a été un peu, j'ai l'impression, une saison un peu charnière entre les 3 premières saisons et puis après ce qu'on est en train de préparer pour la suite. Ouais. Donc stay tuned, comme on dit pour la suite. D'ailleurs, comme on l'a dit au tout début de l'épisode, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. On vous expliquera un peu plus ouais. Pour la suite du podcast. Sur ce, donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec vos collègues, avec votre grand-mère à Noël, à le partager sur les réseaux sociaux, à aller voir. Si vous êtes de passage à Paris, allez voir la Slow Gallery. Si vous avez des idées cadeaux pour Noël, c'est tout à fait. C'est une bonne idée. Et on vous souhaite surtout des bons moments en famille. Prenez du repos, des vacances et tout. La créativité est un muscle. On a besoin de le muscler, et puis de l'autre, on a besoin de se reposer, de manger de la dinde, de boire du vin chaud et de se faire des petits cadeaux. Ouais, parce que 2023 s'annonce pas plus radieuse que 2022, mais on sera toujours là. Oh là là, le mec, pour envoyer de la créativité quoi qu'il arrive. Complètement. Allez, donc sur ce, à la semaine prochaine, et on vous souhaite déjà d'avance un joyeux Noël. Jingle bells, jingle all the way. Hey, jingle bells, jingle Ça devient la fête de la bière.